Val-de-Laurent-d'Erec se poursuit lors de votre JT présenté ce soir par Faustine Luneau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. La pluie et la grisaille sont attendues au cours de cette journée dans nos deux départements. Des températures stationnaires, la minimale sera de 7 degrés et la maximale de 12 degrés. À la une de ce journal, le Téléthon a débuté aujourd'hui pour 48 heures. Partout en France, plein d'animations pour récolter des dons. Exemple d'un défi sportif à la Ville aux Dames. Le principe, se relayer pour faire un maximum de kilomètres en fauteuil roulant en 24 heures afin de soutenir la recherche. Notre premier invité sera Henri Poignet, directeur de l'Office de tourisme et des congrès de Tours. Il nous dressera le bilan du tourisme en 2025 en Indre-et-Loire, une année légèrement en baisse par rapport à 2024. Rencontre avec Elena Cola, triple médaillée au championnat du monde junior de gymnastique à Manille. Elle va passer en catégorie senior en 2026 avec en ligne de mire désormais les JO de Los Angeles. Et puis comment sont acheminées nos lettres au Père Noël? Nous avons suivi en coulisses leur parcours au départ de l'une des 22 boîtes postales spécifiques installées en Indre-et-Loire. Et puis notre séquence, on vous répond avec cette question: que faire à Paris le temps d'un week-end pour Noël? Eh bien, notre invité Alexandre Marceau, travel planner, sera avec nous pour répondre à cette question en fin de journal. Mais d'abord, on le disait en titre, la ligne téléphonique du Téléthon est ouverte. Le 3637, c'est le numéro qu'il faut appeler pour faire un don pour la recherche. La ligne reste ouverte jusqu'à vendredi prochain pour soutenir les personnes atteintes de maladies génétiques rares. En parallèle, plein d'animations sont aussi organisées un peu partout en France pour collecter des dons. Ça va du tournoi de Scrabble à la vente de gâteaux, en passant par l'organisation de spectacles ou de défis sportifs. L'un d'eux a débuté cet après-midi à la Ville aux Dames. Hélène Chaplet y était avec Lucas Chopin. Vous reconnaissez peut-être le paysage derrière moi. Nous sommes ici à la Ville aux Dames sur l'île de la Métairie. C'est ici, durant les prochaines 24 heures, que va se tenir un défi en fauteuil roulant. Pour en savoir plus, nous allons rencontrer son organisateur. Bon alors j'ai à mes côtés Benoît Levieux qui est l'organisateur de ce défi. Expliquez-nous, c'est quoi le concept du défi, Benoît? Alors le concept du défi, c'est de parcourir un maximum de kilomètres en 24 heures en poussant des fauteuils roulants. Donc on met des tranches de 30 minutes pendant lesquelles les gens parcourent environ 5 km et l'objectif est de battre les 237 km de l'année dernière. Et ça veut dire qu'à 3h du matin, si on a un insomniaque qui a envie de venir vous voir pour faire un tour en fauteuil, c'est possible. Eh oui, c'est avec grand plaisir. Il peut venir à 3h du matin, 4h, 5h, peu importe. Nous, on sera présents avec les personnes en situation de handicap pour pousser les fauteuils, faire un maximum de kilomètres. On met les deux fauteuils en route, même la nuit. Et donc, on parcourt la Loire à vélo et on fait un aller-retour d'environ 5 km pour pouvoir faire un maximum de kilomètres pour le Téléthon. Expliquez-nous comment est-ce que vous allez transformer ces kilomètres en argent? Comment ça rapporte? Alors chaque kilomètre est financé par les entreprises. Ils nous sponsorisent à hauteur environ d'un euro le kilomètre. Il y a également beaucoup de choses à vendre ici, gâteaux, boissons qui vont donner pas mal d'argent. Et également, il y a une cagnotte en ligne que chaque euro versé fait 1 kilomètre de plus. Venez nous soutenir, venez nous voir. On est toujours, il ne fait pas toujours très beau, mais demain, il prévoit du soleil. Donc venez nous voir, venez nombreux. Ça va être très plaisant et surtout beaucoup de bonne humeur. Bon bah écoutez, si vous souhaitez vous aussi participer au Téléthon sans venir à la Ville aux Dames, il suffit de composer le 3637. Le 3637 donc, où c'est possible aussi de faire un don en ligne sur le site téléthon.fr. On va parler des municipales à Tours. À présent, après Olivier Le Breton et Christophe Boucher, une seconde union serait dans les tuyaux. Alain Dayan, ancien adjoint au maire socialiste Jean Germain, devrait rejoindre Benoît Pierre, conseiller municipal d'opposition à Tours. Tous deux présentaient ce soir un projet commun baptisé Unissons-nous pour Tours, avec également Barbara Darnay-Malaquin, conseillère départementale municipale et métropolitaine, et Teddy Veillot, chef de file démocrate et progressiste. Elle avait brillé aux mondiaux juniors de gymnastique à Manille il y a 2 semaines. On va parler ce soir évidemment d'Elena Cola. 3 médailles décrochées, une en or par équipe et 2 en argent en individuel. Il faut dire que la jeune athlète avoinaise était très attendue au vu de sa superbe année. Sa dernière en junior, puisqu'elle rejoindra les seniors en 2026. De retour à l'entraînement dans son club d'Avoine-Beaumont, Romain Delville est allé prendre de ses nouvelles. Elle réfléchit déjà au JO 2028. Elena Cola termine son parcours de junior de la meilleure des manières.
Déjà multiple championne d'Europe, la gymnaste Davoine Beaumont revient des championnats du monde à Manille aux Philippines avec la médaille d'or au concours général par équipe et 2 médailles d'argent au concours général individuel et au sol. Annoncée comme une des grandes favorites aussi au bar et à la poutre, Elena n'y a pas excellé mais s'est forgé une solide expérience. En témoignent son rebond, son sursaut et sa performance au sol. J'ai gagné la médaille d'argent, donc je suis vice-championne du monde au sol et vraiment je suis contente de cette médaille, surtout que on finit sur une bonne note et que je suis passée première, donc en fait j'avais toutes les filles qui passaient après moi, donc du stress en plus, mais voilà. Dans quelques semaines, la gymnaste Davoine Beaumont passera chez les seniors. Et en prévision des nouvelles échéances qui l'attendent, cette très bonne élève est accompagnée dans ses cours par correspondance. C'est que l'année 2026 va être riche en compétition. Les gros objectifs, c'est au mois d'août, les championnats d'Europe. Et au mois de septembre, il y a les internationaux de France, donc qui se déroulent à Bercy. Donc ça serait vraiment cool de les faire. Et après, en octobre, il y a les championnats du monde. Donc c'est vraiment les gros objectifs de l'année. Et après, il y a plusieurs coupes du monde qui sont prévues tout au long de l'année pour essayer de prendre de l'expérience. Une des fiertés du club Davoine Beaumont, c'est d'avoir non pas une, mais 2 membres de l'équipe de France junior championne du monde. Aux côtés d'Elena Cola, sa camarade de club Perla Deneucher était remplaçante en équipe de France et elle est donc, elle aussi, championne du monde junior. Perla a gagné son ticket pour être dans l'équipe, faire partie des 4, faire partie du voyage. Et donc elle et Amani finalement décrochaient cette première médaille d'or par équipe pour l'équipe de France. On est vraiment très fiers d'avoir 2 athlètes dans les 4 championnes du monde. L'objectif paraît loin et pourtant la préparation a déjà commencé. Ce sont bien sûr les Jeux Olympiques 2028. Les 2 gymnastes avoinaises peuvent, en toute logique, y participer, voire y briller. Et Elena Cola et Perla Deneucher seront les invités de Romain Delville lundi dans le Journal des Sports. Allez, direction le Loir-et-Cher à présent, où un terrain privé situé au bord du Loir à Vendôme cache un petit trésor. Ce trésor, c'est une pagode aux airs japonais et son bassin rocaille typique de la Belle Époque. Actuellement en mauvais état, leurs propriétaires souhaitent les restaurer. Les travaux de toiture de la pagode ont d'ailleurs déjà commencé, mais pour financer le tout, une cagnotte participative a été ouverte sur le site de la Fondation du patrimoine. L'objectif étant de reconstituer ce jardin, baptisé Jardin des Tamaris, tel qu'il était au début du XXe siècle, pour à terme l'ouvrir de temps en temps au public. Hélène Chaplet. Monique, Laurence et David sont tous les 3 propriétaires de parcelles au bord du Loir à Vendôme. Rien ne les prédestinait à faire connaissance, si ce n'est la passion de David pour l'histoire et l'architecture. Sous cette bâche bleue, une pagode de 12 mètres carrés, un trésor de la Belle Époque au style japonisant. Un bien acquis par David en juillet 2024 qu'il s'est promis de restaurer. Donc nous voilà arrivés dans la pagode qui s'appelait le cabinet de travail du Jardin des Tamaris. La première phase de travaux, c'est vraiment le toit, les murs, la peinture, refaire les terres cuites. C'est vraiment déjà ça. L'objet, c'est vraiment de sécuriser ce bâtiment et d'éviter, en fait, de le reconsolider et d'éviter son écroulement. Je pense que la fenêtre ici, qui donne sur le Loir et le bassin, c'était pas un hasard. Sur la parcelle d'à côté, une autre construction. En tout, il y en a 3, imaginées par un riche pharmacien vendômois en 1903. Celle-ci a les pieds dans l'eau car elle servait à alimenter le bassin construit juste à côté. Chaque bâtiment possède les mêmes particularités, des tuiles en terre cuite et des arrêtiers avec des têtes de dragon. Ce kiosque appartient aujourd'hui à Monique, mais au départ, il faisait partie d'une parcelle unique de 10 000 mètres carrés. La construction de ce bâtiment était une interrogation parce que on ne comprenait pas très bien à quoi ça servait. Et c'est vrai que David, avec ses recherches, ça nous a permis de comprendre le jardin, le bassin, tout ce qui est faux bois ici, il y en a quand même beaucoup. Et c'est vrai que David, quand il a commencé à faire des recherches, ça m'a intéressée. Aujourd'hui, David souhaite retrouver l'âme de ce lieu et de son créateur en restaurant ce bâtiment unique en son genre. Une collecte est en cours sur le site de la Fondation du patrimoine. 40 000 € vont être nécessaires pour redonner vie à cet édifice et à son bassin qui ont survécu aux crues du Loir depuis plus de 100 ans.
On approche de la fin d'année, c'est donc l'heure de faire un bilan justement de cette année touristique en Indre-et-Loire. Après une très belle année 2024, même si l'effet JO s'était un peu moins fait sentir que prévu, qu'en est-il de 2025 ? A priori, l'Office de tourisme et des congrès de Tours observe une légère baisse en Indre-et-Loire. On en parle avec son directeur Henri Poignet. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Merci. Les professionnels du tourisme ont quand même vécu une année 2025 avec un contexte assez particulier, beaucoup d'incertitudes au niveau économique, politique et géopolitique. Est-ce que ça s'est ressenti dans les chiffres de la fréquentation ? Alors un petit peu, mais plutôt au niveau national en fait, puisque c'est le visitorat national qui est un peu en retrait par rapport aux années précédentes, alors que les visiteurs internationaux sont en évolution pour 2025. Donc ça finalement... Bonne nouvelle en l'occurrence. Ça a pu compenser Alors compenser, pas complètement, puisque la baisse est plus importante au niveau national et non compensée par les visiteurs internationaux. Mais disons que ça amortit un petit peu. Donc, et c'est plutôt une bonne nouvelle, quelque part, puisque c'est un nouvel élan. Vous parlez d'une année plateau, alors avec des chiffres légèrement en baisse par rapport à l'année dernière. Oui. Est-ce qu'on peut dire que les objectifs 2025 n'ont pas été tout à fait... atteint par rapport à ce que vous anticipiez ? Non, mais ils étaient ambitieux. Donc, on n'a pas atteint, on n'a pas été à la hauteur de notre ambition. Mais on ne désespère pas de pouvoir renouveler l'exploit ou certains exploits que nous avons pu accomplir ces dernières années pour l'année prochaine. Comment on va faire, d'ailleurs, pour l'année prochaine, comment faire pour maintenir l'attrait des touristes nationaux ? Parce que vous dites que c'est surtout eux qui y sont moins venus. Est-ce que vous avez prévu d'innover, de proposer de nouvelles choses pour 2026 ? Alors, on va pas être ultra révolutionnaire, mais en fait, notre destination, elle est faite de châteaux, de la Loire. On va être, comment dirais-je, encore plus novateur sur les propositions qui iront à côté, qui viennent en complément du patrimoine. On vient visiter les châteaux, on vient en Val-de-Loire pour visiter les châteaux, pour voir la Loire, mais pas seulement. Donc, à charge pour nous de communiquer sur tout ce qu'il est possible de faire à côté. Par exemple, faire du vélo, faire des dégustations. On parle de no-tourisme beaucoup. Alors, je ne suis pas tellement fan, moi, de no-tourisme. Je préfère le no-culture, puisque nous avons un territoire qui est fait de petits vignobles et de beaucoup de savoir-faire et beaucoup d'humanité, beaucoup de proximité. Donc, typiquement, le no-culture, pour le coup, pourrait être un bon complément aussi, et est un bon complément à développer, à faire connaître, mieux faire connaître en tout cas. Je crois que vous parlez déjà du fait qu'il y a des discussions sur la création d'un nouveau pass château pour 2026. Est-ce que c'est bien le cas ? Il y a quelques discussions, il y a déjà des idées, des ambitions, des envies aussi. En quoi il serait différent de celui qui existe déjà ? En l'occurrence, il n'y a pas véritablement aujourd'hui de pass château sur l'ensemble du Val-de-Loire. On a le pass Noël au Pays des Châteaux qui permet de visiter 6 châteaux, les 6 châteaux de l'opération, de façon assez libre au travers de l'achat de ce pass. Là, c'est quelque chose qui pourrait être un peu plus élargi en termes de territorialité. Et puis, aller au-delà de l'Indre-et-Loire ? Oui, bien sûr, au-delà de l'Indre-et-Loire, parce que globalement, les visiteurs ne connaissent pas les frontières administratives, et tant mieux. On se promène et on passe d'un département à l'autre. Là, on est en train de parler du Val-de-Loire. Le Val-de-Loire, c'est d'abord une zone géographique, mais qui n'est pas administrative. Aujourd'hui, vous me l'expliquiez au téléphone avant, quand on a préparé l'interview, mais on est sur des chiffres, des tendances beaucoup plus aléatoires, beaucoup plus difficiles à anticiper qu'avant la crise sanitaire. Alors, c'est pas qu'elles sont plus difficiles à anticiper, c'est surtout que ça oblige ce secteur en particulier à s'adapter plus facilement, plus rapidement aux tendances du marché. Vous avez d'autres secteurs économiques qui, eux, s'adaptent constamment. À charge pour nous de nous moderniser aussi, d'évoluer et d'être plus réactifs. Nous le sommes déjà. Et l'objectif, c'est de l'être encore plus pour répondre aux attentes des visiteurs, finalement, et des clientèles qui évoluent presque au jour le jour aujourd'hui, qui sont très réactives. Merci beaucoup Henri Poignet d'être venu sur notre plateau. Et en ce moment, donc, vous l'avez dit, il y a Noël au Pays des Châteaux. Est-ce qu'il reste encore des passes à vendre ? Il en reste plein. On est très heureux. On est en avance de plus de 20% par rapport à l'année dernière sur la vente des passes. A priori, les sites et les châteaux de l'opération sont très heureux aussi. Donc, on finit l'année en beauté, c'est bien. Donc, il faut filer en acheter, parce que les 6 châteaux qui participent à l'événement jusqu'au 4 janvier sont entièrement décorés dans les couleurs de Noël. Et on vous proposera une émission exceptionnelle depuis la Cité Royale de Loches. Ce sera jeudi prochain à 18h sur Val-de-Loire TV. En parlant de tourisme, le zoo de Beauval accueille chaque année près de 2 millions de visiteurs, Faustine.
Oui, cela fait de lui le site touristique le plus fréquenté du Loir-et-Cher, devant le château de Chambord. Une notoriété dont les pandas ne sont pas étrangers. Et justement, seulement quelques jours après le départ de Yuanzi et Wanwan, la Chine et la France signent un nouvel accord. Donc, c'est confirmé. D'autres pandas arriveront prochainement à Beauval. On suivra ça aussi sur Val-de-Loire TV. Plus que 20 dodos avant Noël. Il est grand temps d'envoyer justement sa lettre au Père Noël, Faustine. C'est devenu une véritable tradition depuis les années 60. Entre 30 et 40 000 lettres par jour sont traitées en décembre en France chaque année. Elles peuvent être envoyées numériquement, car oui, le Père Noël est moderne, ou bien par courrier. Pour ça, 2300 boîtes postales spéciales ont été installées partout en France, dont 19 en Indre-et-Loire. Arnaud Potier a suivi en coulisses le chemin parcouru par une de ces lettres avec Gaël Henanf. Comme 1 million de Français l'année dernière, j'ai décidé d'écrire ma propre lettre au Père Noël et de la déposer dans une boîte à lettres spéciale, un service qui existe depuis 63 ans à la Poste et qui est ancré dans les habitudes des Tourangeaux. Qu'est-ce que tu as pu demander au Père Noël? Qu'est-ce que tu as écrit dedans? Qu'est-ce que tu as demandé? Du maquillage. Églantine, elle a demandé un vélo et puis surtout avec le porte-doudou pour mettre les doudous et les poupées derrière. C'est un moment de convivialité, de partage, un moment en famille. Ça y est, on poste notre lettre ici, à Saint-Avertin, pour la collecter avec nous. Maëlle, comment faites-vous déjà pour collecter ces lettres pour le Père Noël? Alors bonjour, pour la petite boîte aux lettres, on soulève le toit. Ensuite, je collecte ce qu'il y a à l'intérieur et j'emmène tout ça dans le véhicule. Seconde étape de notre parcours à la plateforme de préparation et de distribution du courrier multiflux à Jouer-les-Tours. C'est ici que la majorité des lettres du Père Noël arrivent et la suite se passe avec Pierre, référent supply chain. Notre rôle, c'est de récolter les lettres, de les mettre dans ce parcours spécifique. Donc on a un bac spécial pour ça, avec un étiquetage spécial. Ici, nous avons la zone de départ du bac spécifique. Donc, on replie la pancarte de l'autre côté. Ici, on a l'étiquette avec Père Noël et le code barre qui permet à la plateforme industrielle d'orienter le courrier. Direction Libourne, dernière étape pour regrouper toutes les lettres adressées au Père Noël. Elles seront ensuite acheminées jusqu'en Laponie par traîneaux postaux, là où le secrétariat du Père Noël pourra répondre aux enfants. Mais dépêchez-vous, car même si les traîneaux vont vite, vous avez que jusqu'au 20 décembre. Allez, pour finir ce journal, place à notre rubrique On vous répond avec notre invité Alexandre Marceau, travel planner au centre de Perpète-les-Eaux. Pour répondre à cette question, on va rester dans la thématique que faire à Paris le temps d'un week-end à Noël. Bonsoir Alexandre et bienvenue sur notre plateau. Alors que les jours raccourcissent et que l'air se rafraîchit, on a tous cette envie de s'évader, de se blottir dans l'ambiance merveilleuse des fêtes. Et s'il y a bien une ville qui s'est transformée l'hiver en conte de fées, c'est Paris. Mais on a besoin de vos lumières justement ce soir. Quel est le lieu absolument incontournable selon vous pour s'immerger dans l'ambiance de Noël à Paris? Alors là, sans aucune hésitation, les vitrines des grands magasins sur les grands boulevards parisiens. Bon, si je vous dis les Galeries Lafayette, le Printemps Haussmann avec leurs sapins géants, les automates qui animent les vitrines, voilà, je pense que ça fait rêver les petits et les grands. Est-ce qu'il y a un lieu que vous pourriez nous conseiller pour une expérience un peu plus typique parisienne, que ça soit culturel, que ça soit gastronomique, quelque chose qui pourrait faire aussi la différence si on va à Paris? Oui, alors moi j'ai envie de vous dire, le combo parfait, ce serait la visite d'un musée. Bon, ça c'est du grand classique. Alors avec les enfants, on peut faire par exemple le Grévin, c'est toujours sympa, c'est marrant. On peut faire aussi un peu plus culturel, le Louvre, le musée d'Orsay. Derrière, vous enchaînez avec un petit déjeuner ou un petit dîner dans un restaurant typiquement parisien. Le Bouillon Chartier, par exemple, avec son ambiance cantine, ses plats parisiens et ses plats français typiques. Et après, on peut même finir par une petite soirée dans un café-théâtre, le Point Virgule, le Beau Martin. On est dans l'ambiance parisienne. Je note, Alexandre. Si on est un peu plus aventurier, qu'on veut une activité un peu originale ou inattendue, est-ce que
Bon, j'allais dire, est-ce que là, il y a des possibilités? Oui, mais lesquelles? Oui, alors là, j'ai une très bonne recommandation, mais on va sortir un tout petit peu de Paris. On va aller du côté de Saint-Cloud. Bon, c'est pas très loin, on peut y aller en métro depuis le centre de Paris. Et là, vous pouvez aller à Lumières en Seine. J'ai testé l'expérience, c'est super. Donc, c'est en nocturne, bien évidemment. Vous avez, je crois, une vingtaine de tableaux d'illumination et d'animation de Noël en tout genre qui se font avec les petits et les grands là aussi. Et c'est un parcours d'environ 3 km que vous faites en soirée. Mais il faut bien se couvrir, par contre, c'est en extérieur, c'est au domaine de Saint-Cloud. Donc ça peut être très bien si on est donc en famille. Oui. Est-ce qu'il y a des astuces qu'on peut donner aujourd'hui aussi à nos amis téléspectateurs? Parce que Paris, ça peut aussi coûter très cher. Est-ce qu'il y a des possibilités aussi pour, j'allais dire faire des économies, non, mais en tout cas pour réduire le budget au final? Eh bien, comme à chaque fois que je viens ici, le même conseil presque, c'est-à-dire qu'il faut réserver de manière anticipée, si possible longtemps à l'avance, enfin longtemps, au moins 2 ou 3 mois à l'avance, vos hébergements, vos cartes de transport, éventuellement voilà, le train si vous partez de Tours pour aller à Paris. Donc voilà, la réservation anticipée, c'est le nerf de la guerre. C'est aussi le conseil qu'on peut donner ce soir à nos amis téléspectateurs, justement, d'anticiper, d'organiser les choses. Voilà, que ce soit en France ou à l'étranger, effectivement, l'anticipation, c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour payer le moins cher possible. Donc voilà, pour toutes ces informations, perpètelesoies.com. Oui, c'est ça. On avait une affiche à diffuser, je crois. Écoutez, oui, nos coordonnées. Ouais, c'est les coordonnées, voilà. Si vous avez plein de projets, eh bien, vous pouvez faire appel à perpètelesoies.com. Merci beaucoup. Merci. Alexandre Marceau d'être venu en plateau ce soir. Ça va nous donner des idées pour Noël. Merci beaucoup, Faustine. Merci, Aurélien. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, l'invité de la rédaction avec l'invité, c'est Nota Bene, le créateur YouTuber, qui est l'invité de ce programme. Dans quelques instants, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de Val de Loire en direct. À lundi.